aujourd'hui pour cette projection. D'autant plus que cette projection s'inscrit dans une double thématique. La première, c'est notre thème du moment sur le réseau des bibliothèques d'Antony, Vivre ici, venir d'ailleurs. Donc voilà, il y a tout un tas d'événements qui sont détaillés dans ce dépliant. Et puis ce documentaire rentre également dans le mois du film documentaire qui a lieu chaque année au mois de novembre. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir autant de monde pour également ce mois du film documentaire. C'est vraiment quelque chose, un film qui est extraordinaire étant donné que ça ne s'est jamais vu. Cette mise en perspective, cette histoire de l'histoire des Noirs de France. Et bon, c'est grâce à finalement Johan Gelas qui en premier lieu a eu cette idée, je lui ai demandé d'ailleurs comment il l'a eu, en 2006 donc de travailler sur ce sujet. Johan n'est pas quelqu'un de tout à fait ordinaire non plus, parce qu'il a un double regard, celui de la France, d'un Français, et il a vécu 20 ans à Londres. Et il a fait des films pour la BBC et pour Channel 4 en Angleterre, donc à Londres, et aussi pour Arte. Je suis rentré en 2006, donc 2005 je l'ai vécu à distance, j'étais encore en Angleterre, je regardais la BBC, enfin, les chaînes anglaises et qui parlaient à un certain moment quand il y a eu des soulèvements un peu partout en France de ce qui se passait, donc j'appelais des amis français qui me disaient qu'il ne se passait pas grand chose, que c'était les médias étrangers qui exagéraient, que la France n'était pas à feu et à sang. Les images me paraissaient un peu plus complexes. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est en tant qu'observateur, que spectateur, c'était que le nombre de ces débats, de ces commentateurs, de mon point de vue, parlaient pour les gens et je dirais à la place des gens. Pour parler simplement, je ne voyais pas beaucoup de noirs, de métis sur les plateaux de télévision, dans les journaux, pour présenter leur point de vue. C'est vrai que tout de suite en écrivant ce projet initial, je me suis rendu compte d'abord de mon ignorance sur cette histoire afro-antillaise française contemporaine. Et voilà, ça s'explique très clairement. Je suis à 51 ans un pur produit de la fin de l'époque coloniale et de l'école républicaine des années 70, où je n'ai pas appris cette histoire. Donc je l'ai aussi découverte en faisant mon travail et en posant des questions autour de moi à des collègues journalistes, des gens des médias. Je me suis aussi rendu compte très rapidement de l'ignorance totale de ces personnes, de ces hommes, de ces femmes qui sont là pour transmettre de la connaissance, du savoir sur cette histoire. Je me souviens de conversations où des gens me disaient mais bon, raconter l'histoire des Africains en France, déjà, bon, on peut déjà mettre des bémols, est-ce qu'on raconte d'abord l'histoire de Français? Bon, ça c'est déjà la première chose. Raconter l'histoire de l'immigration, pareil, je disais non, moi je ne raconte pas l'histoire de l'immigration. La migration et l'immigration fait partie de cette histoire, mais elle ne la définit pas non plus entièrement. Elle précède, est-ce que, bon ça pourquoi pas, mais les Antillais, quand on parle des gens de la Réunion, on dit aussi souvent les Antillais, ils sont français. Pourquoi raconter une histoire? Pourquoi les séparer? Pourquoi raconter? C'est du communautarisme. On va commencer à fragmenter l'histoire de France. Donc il y a eu quand même des réactions quand même très profondes et très fortes. Bon voilà, il s'est fait que le film n'a pas été acheté à l'époque. Yann Blanchard qui a monté un laboratoire de recherche d'histoire postcoloniale qui s'appelle l'ACHAC, qui a plus de 20 ans, me paraissait une des voies légitimes de cette histoire. Et avec lui et son groupe de recherche, il travaille à cette histoire comme à d'autres histoires. Et c'est aussi un historien très familier avec l'image. L'image du corps, l'image de l'autre, qui a beaucoup réfléchi à ces questions. Donc, on faisait un film et non pas un livre, il me semblait aussi que c'était un bon partenaire. Je pense qu'on a bien travaillé ensemble, ça c'est à vous de le dire. Mais voilà. Je voulais juste revenir sur la négritude qu'on aborde dans cette première partie, et où il y a Aimé Césaire et d'autres qui parlent de qui font de ce terme de négritude. Et on voit aussi dans cette partie, tout au début, et on en verra beaucoup plus encore dans la troisième partie,
Rokhaya Diallo, qui, elle, au lieu d'être fière de ce terme négritude, c'est là où on va, le changement historique, elle refuse complètement d'être considérée même comme noire. Elle est parisienne. Et voilà, ces changements, comment vous, qui avez travaillé avec les protagonistes des films, comment vous le percevez ça? Effectivement, il y a déjà effectivement énormément de temps qui sépare ces deux personnes. Je ne sais pas si elle refuse. Je pense que ce qui peut-être qui relie Rokhaya et quelqu'un comme Aimé Césaire, cette génération-là, avec des réponses très différentes, c'est le fait d'être perçu comme noir. Et c'est peut-être, même si le titre de la collection est un peu, comme tous les titres, rapides, on aurait pu en trouver d'autres. Ça serait intéressant de voir d'ailleurs ce que vous en pensez, mais on est parti pour construire ce film d'aujourd'hui. Le fait qu'on peut questionner le fait qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme ou une femme noire. Par contre, d'être perçu comme tel par le regard de l'autre, ça c'est quelque chose qui peut par exemple unir quelqu'un comme Aimé Césaire, comme Léopold, comme Senghor, qui se considérait, quand on le voit en début, c'est pour ça qu'on a choisi cette petite technique de commencer le film bien plus tard, en commençant avec Senghor qui parle de 39, qui vient beaucoup plus tard dans le film, mais des gens qui se considèrent comme français, avec les complexités de l'époque, mais qui se considèrent aussi comme français, mais qui sont déjà perçus comme des hommes noirs. Et voilà, c'est peut-être ça qui est un trait d'union. Et ensuite, les époques, les circonstances, les flux et reflux de l'histoire font que les réponses sont différentes. Est-ce que toutes les ethnies ont le même regard et sont perçues de la même manière par les gens extérieurs? Est-ce que quand vous voyez un homme ou une femme noire dans la rue, vous voyez d'abord la couleur, vous voyez d'abord la personne, vous vous posez d'abord la question de l'origine ou vous ne vous la posez pas? Je pense que les questions sont multiples et dépendent des individus. Et comment voyez-vous ce film s'imposer dans les prochains mois? Voilà. Je ne suis pas présenté, mais je suis Emmanuel Mendy, je suis président de Réseau Visible. Pour être honnête, après, France 5 est très fier de ce film. J'ai lu des papiers du directeur du programme qui le met en avant comme une des grandes réussites de cette année, comme ce que doit faire le service public. C'est très important pour nous, pour moi comme pour Pascal, qui est ce soir très loin ici aussi pour présenter le film, qu'on va continuer à faire des présentations, que effectivement le travail aussi auprès de l'éducation nationale est important pour nous. Donc les centres de documentation régionaux ont tous aussi des DVD. Et on a alerté les académies. C'est compliqué après d'aller dans les lycées. C'est perçu comme un sujet très sensible pour beaucoup de profs d'histoire qui en même temps sont en demande. Pourquoi ne pas l'avoir intitulé « Les Français noirs » ? Donc Noir de France nous semblait suffisamment ambigu justement pour ouvrir la porte, parce que ensuite la porte ouverte, c'est dans les films qu'on commence à comprendre la complexité, les ambiguïtés. Et en même temps, cette histoire, elle est faite aussi d'étrangers qui le restent, d'étrangers qui vont devenir français, qui deviennent français, de français. Donc voilà, aussi des complexités à travers l'histoire qui fait que de France peuvent être français comme ils peuvent être étrangers. Je suis d'origine malgache. Là maintenant en parlant, j'ai du mal à le dire parce que j'ai la nationalité française, je suis d'origine malgache. Cette phrase, j'ai du mal à me l'approprier moi-même. Parce que c'est une réalité, mais en même temps on est dans un pays où... Alors moi, mes parents, donc ils ont grandi du coup à l'époque coloniale, non, et faisaient partie des générations où s'ils n'avaient pas la citoyenneté française, ils ne pouvaient pas passer le bac, par exemple. Donc mes parents faisaient partie des personnes qui ont décidé malgré tout de passer le bac en étant candidats libres. Je suis sûre qu'ils ont vécu quand même un certain racisme, mais
je ne me souviens pas, sans être dans un pays de bisounours, je ne me souviens pas les parents avoir ce discours, par exemple, de dire on a été colonisé avant. Il y avait un certain humanisme et en disant il faut dépasser le fait qu'on vous regarde autrement. Mais en fait, c'était vraiment pour dire que votre documentaire nous apprend à nous aussi de faire face à une réalité, mais qui nous a dépassé. Toutes les projections qu'on a faites, on en a fait une petite dizaine maintenant dans des grands cinémas en province. À chaque fois, il y a eu comme ça des vagues d'émotions. Peut-être que, je sais pas, peut-être que les gens ne pensent pas forcément qu'un film comme ça puisse provoquer aussi des émotions très fortes chez les gens. Et dans différentes générations, on a eu comme ça des gens avec des réactions très fortes. Des grands-parents qui disaient on n'a pas transmis, on n'a pas dit, pour des tas de raisons. Donc, les gens peut-être de la génération de vos parents, il y a eu des gens qui sont venus et qui ont dit on n'a pas dit. Des gens de la génération de vos enfants qui disent on ne savait pas. Et avec beaucoup de colère parfois, d'émotions dans la voix, et aussi des gens qui sont des spectateurs blancs qui disaient on savait pas faire, on le sait pas. C'est vrai que cette période de 39, elle est étonnante, qui clôture le premier film, elle est étonnante. Parce que d'un côté, c'est un passage qui me semble très important. La grande crise économique, hein, donc les parallèles, on peut les faire. Et en même temps, la montée, la résurgence des théories sur la race, de Gobineau, des choses comme ça qui ressurgissent dans les années 30, alors qu'elles avaient bien disparu. Donc cette période, comme un certain débat qu'on peut avoir aujourd'hui, je les fais pas, c'est un parallèle, c'est pas une comparaison. Et au même moment, des jeunes écrivains comme Senghor, comme Césaire, comme Damas, qui produisent ce saut comme ça de la pensée et qui ouvrent des portes phénoménales. Donc les deux choses peuvent se passer au même moment. Et je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont encore là pour, dans cette période très dure, où il faut de la vigilance, où il faut du savoir, de la connaissance, du partage, et en même temps, il y a aussi la possibilité d'un grand espoir pour ouvrir de nouvelles portes demain. Je pense que l'histoire peut être intéressante de ce point de vue-là. C'est compliqué en fait de regarder ce film sans ressentir de l'émotion, parce que, mine de rien, tout ceci s'est déroulé à des années, presque des années-lumière, et en même temps, dans les civilisations africaines, dans la civilisation noire, il y a un mode de transmission, et l'histoire n'a jamais été achevée. Je vous citer Senghor, etc. Eux, ils ont lutté pour qu'on se fasse accepter. Et nous, on arrive à une période, une époque, où on a écouté grand-père, on a écouté papa pour faire les grandes écoles, enfin je suis diplômé d'HEC, je vois même plus que je suis noir. Alors, le titre ne me choque pas, parce que je le remets dans un contexte anglo-saxon où la question de la race ne se pose plus. Ce titre prend tout son sens et ouvre d'autres débats et d'autres interrogations à chacun d'entre nous, blanc comme noir. Effectivement, nous sommes un pays très ambigu, et ces ambiguïtés, on continue à les porter. Mais il y a dans ces ambiguïtés aussi une capacité de pouvoir imaginer une république différemment, qui reste une république. Voilà.